Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier carnet de notes de l'année. Un carnet qui sera un petit peu modifié d'un point de vue visuel, vous verrez ça dans quelques secondes. Mais le principal, c'est le contenu, et j'espère pouvoir vous raconter plein de choses passionnantes sur le tennis belge cette année. Le mois de janvier a toutefois été plutôt calme de ce côté-là, mais c'est normal, il y a encore peu de tournois, surtout au niveau ITF, donc beaucoup de joueurs ou de joueuses ont prolongé leur préparation. Au top niveau, par contre, la tournée australienne a permis à nos meilleurs représentants de déjà s'illustrer. Je commence donc par cette partie. Ce début d'année a été marqué par la première édition de l'ATP Cup, une compétition nettement plus emballante que ne le fut le simulacre de Coupe Davis en décembre, et qui a souri à la Belgique. Nos joueurs se sont en effet hissés en quart de finale, et il s'en est même fallu de peu qu'ils poursuivent leur route en battant la presque invincible armada espagnole. À titre individuel, c'est bien entendu David Goffin qui fut le leader de l'équipe. Malgré un petit couac en poule face au souvent sous-estimé Daniel Evans, il a réalisé 2 énormes perfs durant ce tournoi. Il est d'abord venu à bout de sa bête noire Grigor Dimitrov avant de battre Rafael Nadal en 2-7 lors des quarts de finale. Et on sait à quel point le Mallorquin est encore plus redoutable lorsqu'il joue pour son pays, donc c'est vraiment un résultat assez énorme. Après, son Open d'Australie est un petit peu plus décevant puisqu'il s'est arrêté dès le 3e tour face à Andrei Rublev, un joueur très en forme en ce début de saison. Il a pourtant mené un set et un break, mais pour tenir la cadence du Russe, David aurait dû être à 100%. Or, il a perdu beaucoup d'influx au tour précédent lors d'un match en 5-7 qu'il aurait dû plier en 3 manches face à son pote Pierre-Hugues Herbert. Steve Darcy a donc conclu sa formidable carrière par cette tournée australienne. En équipe nationale, il s'est à nouveau montré sur son meilleur jour, avec une belle victoire face au 53e mondial Cameron Norrie. Malheureusement, sa dernière sortie lors des qualifications de l'Open d'Australie n'a pas été à la hauteur de ses attentes, mais ça ne retire évidemment rien au fabuleux parcours de Steve. Lorsque nous avons débuté ce site il y a 18 ans, il était notre principal espoir masculin chez les juniors. On l'a vu grandir, on l'a vu souffrir, et on l'a vu revenir un nombre incalculable de fois. Il est et restera longtemps un exemple à mentionner dans les écoles de tennis, même s'il n'a jamais obtenu le palmarès de Goffin, Malice, Rocus ou de Wulf. Encore un grand merci en tout cas à Steve pour toutes ses émotions, et bon vent dans ta nouvelle vie. En simple, le 3e joueur de la sélection était Kimur Coppejans. Il n'a pas eu l'occasion de beaucoup s'illustrer, ne disputant qu'un seul match face au redoutable Bautista Agut. Même s'il n'a pas toujours eu la reconnaissance qu'il méritait au sein de l'équipe nationale, son attitude est toujours restée irréprochable. Il n'a jamais critiqué publiquement les choix de Johan van Erck, et rien que pour cette preuve d'humilité, j'espère qu'il recevra sa chance suite au départ de Steve. Il le mérite franchement. Par la suite, il a encore atteint le 3e tour lors des qualifs de l'Open d'Australie, puis lors du Challenger de Burnie. Un mois correct donc, mais il doit faire mieux tout de même s'il veut effectuer son retour dans le top 100. Fort à la peine en 2019, Ruben Bemmelmans avait bien l'intention de renouer rapidement avec la victoire, au point d'effectuer un pas en retrait et de rejouer en futur en ce mois de janvier. Un pas réussi, ça je vous en parlerai durant la page sur les futurs, mais il n'est pas pour autant parvenu à obtenir des résultats satisfaisants en Challenger. Tête de série numéro 5 à Ann Arbor, il était exempté du premier tour et s'est ensuite incliné en 2-7 face à un joueur même pas classé dans le top 500. À Quimper, il a également été battu dès son entrée en lice et c'est plutôt inquiétant. Au classement ATP, l'information c'est bien sûr le retour de David Goffin dans le top 10 mondial. David qui a assez peu de points à défendre durant les 3-4 prochains mois, donc il pourrait s'ancrer plus durablement dans ce top 10 d'ici l'été. Il y a peu de changements par ailleurs, la plus grosse chute étant celle de Steve Darcy, mais c'est évidemment anecdotique pour un joueur qui n'a plus d'ambition en termes de classement. Faire de résultats retentissants, Elise Mertens fut notre meilleure représentante féminine durant ce mois de janvier. Elle a débuté la saison en Chine, à Shenzhen, où elle a tenu son rang jusqu'en quart avant de s'incliner en 3-7 face à une des joueuses en forme du moment, la Kazakh Rybakina. Après une défaite un peu étonnante en quart à Hobart, face à Heather Watson, Elise a réalisé un très bon Open d'Australie, où elle a remporté 3 matchs avec conviction pour atteindre les 8e de finale. Là, elle a été stoppée par Simona Halep en 2-7, plutôt serré. Pas de regret donc, la saison d'Elise est plutôt bien lancée et on attend confirmation en février. Grete Minen est sortie des qualifications des 2 tournois auxquels elle a participé. À Auckland tout d'abord, où elle ne s'est inclinée que face à l'ancienne top 10 Julia Görges, aujourd'hui 41e mondiale. Largement dominée durant le premier set, elle a fait jeu égal avec l'Allemande au 2e et aurait pu renverser la tendance. À l'Open d'Australie, Grete a réussi à se hisser dans le tableau final d'un grand chelem pour la première fois de sa carrière, à son 4e essai.
Et elle a même réussi à franchir le premier tour face à la pourtant très coriace Alexandra Sasnovic, avant de perdre elle aussi contre Rybakina. Ça reste un pas très important dans la carrière de Grete, qui n'est plus qu'à quelques places du top 100 désormais. Le parcours d'Isaline Bonaventure aux antipodes a été un petit peu moins brillant. À Auckland, elle a perdu au dernier tour des qualifications avant d'être repêchée, puis de perdre à nouveau au premier tour du grand tableau. 2 défaites en 3-7 face à des joueuses mieux classées qu'elle, rien d'infamant donc, mais il faut qu'Isaline remporte ce genre de match pour franchir un cap dans sa carrière. D'autant que derrière, elle a été battue au deuxième tour des qualifs à l'Open d'Australie, ce qui est évidemment un petit peu plus problématique. Par contre, de retour en Europe, elle s'est imposée lors de l'ITF W60 d'Andrézieux-Boutéon, et là, elle est parvenue à s'imposer lors de matchs très serrés, notamment en quart et en demi, où elle a à chaque fois conclu au tie-break final. Ce 11e titre ITF, le 3e à un si haut niveau, est donc bon pour la confiance et bon pour le classement, où elle doit défendre pas mal de points en ce début d'année. Parmi les déceptions de cette tournée australe, on peut citer le parcours de Kirsten Flipkens, qui a perdu 3 fois au premier tour à Auckland, à Hobart et à Melbourne. Bon, lors de ces 2 derniers tournois, elle ne s'est inclinée qu'en 3-7, et même au tie-break du dernier set à l'Open d'Australie, face pourtant à la 21e mondiale. Rien de trop inquiétant donc pour Kirsten. Alison Van Uytvanck par contre a connu quelques ennuis de santé en janvier, forfait de dernière minute pour cause de maladie à Auckland, en simple en tout cas. Elle a tout de même pris part au tournoi de Hobart et à l'Open d'Australie, mais sans jamais pouvoir jouer à 100%. C'est dommage de démarrer la saison comme ça, et on espère évidemment qu'elle parviendra à se soigner rapidement. Au classement féminin, Elise Mertens perd 2 places, mais se maintient dans le top 20. Kirsten Flipkens recule légèrement aussi, et vous voyez que Grete Minen se rapproche de plus en plus du top 100. La progression du mois est à mettre à l'actif de Marie Benoît, suite à des résultats en 25 000 $, dont je vous parlerai dans la page ITF. En futur, donc, je vous en ai parlé un peu plus tôt, on a vu Ruben Bemelmans pour la première fois à ce niveau depuis 2016. Un pari réussi dans le sens où il s'est imposé lors du M25 de Nusloch. Après, ce ne fut pas si aisé qu'on pourrait le penser, notamment en demi, où il ne s'en est sorti qu'au tie-break du dernier set, ou en finale face au très prometteur Jonas Forestek. Mais bon, le plus important était de gagner des matchs, d'emmagasiner de la confiance, un peu d'argent aussi malgré tout, même si les gains sont minimes par rapport à ceux en Challenger. On verra si Ruben peut poursuivre sur sa lancée à un plus haut niveau dans les semaines à venir. Julien Canina poursuit son retour après sa très longue indisponibilité en 2019. Fin octobre, il avait déjà atteint une première demi-finale, et toujours à Antalya, c'est cette fois en finale que Julien s'est arrêté. Il n'a été battu qu'en 3-7 face à la première tête de série, donc c'est vraiment encourageant. Pas à pas, Julien revient à un bon niveau. Après, ce sera long, et je pense qu'il le sait, mais l'exemple de Steve Darcy, comme je le disais un peu plus tôt, doit être une source d'inspiration. Gauthier Onklin a lui aussi disputé une finale en janvier, c'était lors d'un M15 à Monastir. Gauthier, qui dispute sa première saison complète sur le circuit, démarre donc plutôt bien, et on attend avec impatience de voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Heyman s'est imposé lors du M15 de VJ Fonsnex, mais je ne le place pas sur le podium car je voulais vraiment mettre en exergue l'importance de ces finales pour le jeune Gauthier ou le revenant Julien. Après, ce succès est tout de même le bienvenu pour Chris qui commence à se faire un joli petit palmarès puisqu'il s'agit déjà de son 17e titre futur. À côté de ça, il a tout de même aussi perdu au premier tour à Bagnoles-de-l'Orne et au deuxième à Nusloch. On sait donc que Chris peut faire mieux encore et on l'attend à un plus haut niveau dans les prochains mois. Zoubergs a lui aussi atteint une finale en janvier, et tout comme Gauthier, c'était lors d'un M15 à Monastir. Une belle entame de saison donc pour Zizou, qui était lui aussi un peu à la peine dans la deuxième moitié de 2019 et qui n'avait plus atteint la moindre finale depuis 10 mois. Par contre, le début de saison de Yannick Mertens est très décevant. Le Brabançon s'est incliné au deuxième tour à Bressuire et au premier à Végifonsnex, 2 épreuves de 15 000 $. Yannick est notre meilleur joueur de futur avec 27 titres dans des tournois parfois bien plus relevés, donc c'est plutôt inquiétant tout de même. Espérons que ce ne soit que passager. Le passage en futur de Ruben Bemelmans lui a donc permis de reprendre quelques places au classement. Malgré son titre, Christopher Heyman continue à perdre quelques places. Il faut dire qu'il est tenant du titre à Végifonsnex et qu'il n'a donc pris aucun point. Derrière, on peut tout de même voir quelques progressions pour les finalistes du mois, que sont Zizou Berks et surtout Julien Canina.
Benoît a parfaitement démarré la saison avec un titre dès son premier tournoi au W25 de Daytona Beach. Pas tête de série, Marie a battu 2 des favorites, la numéro 4 Seguel et la numéro 5 Merdezza, qui fut la seule à lui prendre un set de la semaine. Il s'agit du 8e titre ITF pour le Pennoise, le 3e à ce niveau et le premier depuis 1 an et demi. Même si elle a ensuite perdu d'entrée à Vero Beach et à Newport Beach, elle peut tout de même être très satisfaite de cette entame de saison. C'est dans les Antilles que Magali Kempen a débuté l'année pour un W15 en Martinique et un W25 en Guadeloupe. La première semaine, elle a atteint une bonne demi-finale, mais elle est tombée d'entrée face à la 5e tête de série lors de la seconde. Enfin, si les bons résultats ont été très rares chez les filles en ce début d'année, je tenais tout de même à souligner le retour à la compétition d'Hélène Scholzen. Absente depuis le mois de mai, la luxembourgeoise a disputé 2 tournois au Caire. Elle a passé un tour lors de la première semaine et a même atteint l'équerre lors de la seconde. Ça fait vraiment plaisir de la revoir. Peu de résultats probants donc je l'ai dit, et même 2 vraies déceptions. Tout d'abord pour Kimberly Zimmerman, toujours à la recherche de son tennis après 6 mois très compliqués en 2019. Même en qualif de 25 000 $ à Daytona Beach et à Vero Beach, elle n'est pas parvenue à remporter un match. Ça doit être très compliqué mentalement, financièrement aussi, de ne plus remporter de match. J'espère qu'elle trouvera rapidement une solution pour remonter. Enfin, Elisa Van Langendonk a démarré la saison au Mexique, à Cancun plus exactement, et elle aussi s'est inclinée lors de ses 2 seuls matchs, au premier tour du tableau final de ces 2 W15 donc. Elisa peut et doit vraiment faire mieux que ça. Comme je vous l'ai dit, la progression du mois vient de Marie Benoît, qui atteint le meilleur classement de sa carrière et entre dans le top 250. Malgré son joli retour, Hélène Scholzen continue sa descente au classement. Elle avait, il est vrai, beaucoup de résultats en 25 000 $ à défendre. Voilà, ceci conclut cette première partie du carnet de notes du mois de janvier. Je vous l'ai dit, donc quelques petites modifications. J'espère qu'elles vous ont plu. Dans la deuxième partie, nous retrouverons, comme d'habitude, les résultats en double sur le circuit wheelchair, chez les espoirs et sur le Belgian Circuit. A très bientôt donc.